Dans un monde en perpétuelle évolution où les progrès en matière de technologie sont constants, l'innovation est une nécessité absolue. Un enjeu d'autant plus crucial pour nos armées qu'il conditionne notre autonomie et notre supériorité stratégique. La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit d'augmenter de 25% les crédits consacrés à l'innovation pour atteindre 1 milliard d'euros en 2022. Laser, armes électromagnétiques, technologie quantique, l'armée de demain se construit aujourd'hui. Mais à côté de ces grands programmes, c'est au quotidien que le personnel des armées invente des solutions aux problèmes vécus sur le terrain. Rencontre avec les géotrouve-tout des armées. Tous ces militaires et civils rassemblés à Ballard au printemps dernier, au cœur du ministère des Armées, sont venus présenter leur innovation. Donc voici une protection thermique pour poste pilote de Rafale. C'est un drone spécifiquement pensé et dédié à l'investigation sur scène de crime. J'ai développé un module de sport qui peut être projeté pour les soldats sur le terrain. D'un pare-soleil pour avion Rafale à une salle de sport en kit, en passant par une bouteille d'oxygène de poche, nous ne sommes pas au concours Lépine, mais au prix de l'audace. J'ai proposé le développement de ce matériel-là. Tous les 2 ans, il met en lumière et récompense l'innovation participative au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Des projets développés par des passionnés qui n'ont qu'une idée en tête, améliorer leur travail au quotidien. Nous devions développer un drone qui ne brasse pas d'air et ne tombe pas. Pour ce colonel de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, une seule obsession, pénétrer sur une scène de crime sans la polluer. Finalement, le drone est passé en flottabilité positive, c'est-à-dire qu'il a tendance à monter. Et plutôt que dans les drones traditionnels, des hélices qui tournent pour le faire monter, nous là, on cherche à le faire descendre. De facto, qu'est-ce qui se passe? Ce brassage d'air ne se fait pas vers le bas, mais vers le haut. Et de facto, aussi, je préserve les différentes traces d'intérêt criminalistique nécessaires à la résolution des affaires criminelles. Certaines innovations font appel aux dernières technologies telles que l'impression 3D ou les mini-drones, alors que d'autres permettent de faire des économies pour une bouchée de pain, comme avec cette protection thermique. Ma réflexion était assez simple, c'est pourquoi il existe ce type de système pour nos véhicules et pas pour nos avions. L'équipement vaut 250 000 € à peu près, donc grâce à une protection thermique d'une valeur de moins de 1 000 €, on arrive à protéger un vol, des équipements et tout ce qui va avec. L'innovation participative propose bien souvent une solution simple à des problèmes du quotidien, mais elle prend parfois une dimension stratégique. Il suffit maintenant de choisir les différents cas et on voit les domaines qui évoluent et qui arrivent au bon élément. Notre innovation s'appelle Zephyr H. Elle a pour but l'optimisation opérationnelle du couple hélicoptère-bâtiment. En gros, le but, c'est de permettre la mise en œuvre des hélicoptères dans le plus grand champ possible de vent et de mouvement de plateforme. Avec cette innovation, l'ambition est simple, prendre l'avantage sur l'ennemi. Ça peut pas avoir des conséquences. Mettre en œuvre un hélicoptère, c'est mettre en œuvre un système d'armes. C'est mettre en œuvre des capteurs optiques, des capteurs sonars. Et si on peut les mettre en œuvre dans des conditions où notre ennemi ne peut pas le mettre en œuvre, on a déjà un avantage. Cette diversité des projets d'innovation participative est à l'image des femmes et hommes du ministère des Armées. Une richesse reconnue par sa ministre Florence Parly. J'ai souhaité insister sur cette innovation participative qui vient du terrain, des hommes et des femmes du ministère des Armées, qui chacun mettent leurs compétences, leur expertise, leur créativité au service de l'excellence et qui consacrent du temps, de l'énergie, souvent en plus de tout ce qu'ils ont à faire, et qui bénéficient des encouragements de leur hiérarchie pour aller au bout de leur idée et aller au bout de leur projet. Il s'agit de Zephyr H. Car avant d'être mis en avant et récompensé, le capitaine de corvette Jean-Baptiste et le lieutenant de vaisseau Nicolas ont fourni un travail de longue haleine.
Et pour mieux le comprendre, direction la base aéronautique de Hyères. C'est ici que nous retrouvons l'un de ces deux innovateurs. Donc on va commencer le briefing. Aujourd'hui, on fait un vol d'expérimentation sur la Provence en Panthère. Au programme aujourd'hui, un vol en hélicoptère dans le cadre du projet Zephyr H. L'objectif, récolter un maximum d'informations lors des phases d'appontage sur une frégate multimission afin d'étoffer sa base de données. Le but, ça va être d'aller vérifier qu'on peut apponter dans des conditions qui n'ont pas encore été validées. On va pouvoir capter des données quantitatives et puis moi je décrirai également tous les appontages pour vérifier que c'est faisable par un pilote lambda. Pour réussir sa mission, Nicolas va pouvoir utiliser tous les capteurs installés dans cet hélicoptère Panthère. La collecte et la vérification des données se fait à l'arrière. C'est le travail du capitaine de frégate Germain. Après un vol d'une vingtaine de minutes au-dessus de la Méditerranée, la frégate Provence se profile à l'horizon. L'expérimentation peut commencer. 5, 4 mètres, 3 mètres, à droite loin, stop à droite, on pourra descendre, vertical prise. Et je descends. Et on touche le sol. On est posé, un pont. Donc il n'y a pas de souci. Turbulence, je mets un 2-1. 1-2-1. On a eu à 2 longueurs de pont, on a eu les retours sûrement des fumées du bâtiment. Allez, mise en stationnaire. Allez, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 75 moyen. 75 moyen. La machine voyante planétaire, paramètres, pression, température. Tout est correct, ils ont dans le gris. Après une série de 3 appontages, le lieutenant de vaisseau et son équipage ont récolté toutes les données nécessaires à leur expérimentation du jour. Des données jusqu'ici inédites, car chaque appontage est différent. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans un appontage. Il y a la pression, la température du jour, le niveau de la mer, la fréquence de la houle. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'en fait aucun appontage n'est pareil. Même l'état de forme de chacun rentre en compte dans ce genre d'activités qui sont pour lesquelles il faut être très concentré et très précis. De retour sur la terre ferme, il faut désormais analyser toutes les données collectées durant le vol. Nicolas cherche à créer des diagrammes d'appontage. Traduction, un document de référence qui sert de boussole lors de cette phase délicate. Un diagramme d'appontage, c'est un peu une rose des vents. C'est une force et une direction de vent qu'on valide ou qu'on ne valide pas. C'est ni plus ni moins une carte d'autorisation de venir se poser. Chaque hélicoptère et chaque bâtiment de surface fonctionnent en couple. Pour chacun de ces couples, il n'y a qu'un nombre limité de diagrammes d'appontage. Aujourd'hui, l'ensemble de cette documentation n'existe que sous format papier et ne représente que 300 pages. Avec Zephyr H, le capitaine Nicolas en a déjà généré plus de 8000. C'est autant de possibilités en plus pour déployer nos hélicoptères. Ça a le premier effet de pouvoir multiplier le nombre de cas et donc d'augmenter les capacités opérationnelles des couples hélicoptères et bâtiments. Et la deuxième, c'est d'augmenter la sécurité parce que le logiciel est ni plus ni moins un moteur de recherche. Si on lui donne les bonnes informations d'entrée, il nous donnera la bonne réponse. Une innovation qui donnerait à chacun de ces couples bâtiments-hélicoptères la possibilité d'être déployé plus facilement et dans des conditions plus variées. L'hélicoptère est un système d'armes du bâtiment. Donc c'est de pouvoir le mettre en œuvre dans le maximum de conditions possibles pour prendre le dessus sur le théâtre. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de leur donner le maximum de capacité tout en restant dans une enveloppe de sécurité. Simple. Au-delà de tous ces enjeux opérationnels, le projet Zephyr H représente aussi pour Nicolas ainsi que son co-créateur l'occasion d'apporter leur pierre à l'édifice. Ce qui est vraiment bien, c'est quand cette pierre-là est remarquée et va potentiellement, je l'espère, être déployée
au sein de l'institution dans laquelle on travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Zephyr H, c'est déjà plus de 2 ans de travail personnel pour ces innovateurs qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Un travail rendu possible en partie grâce au soutien de l'Agence Innovation de Défense et de sa cellule Innovation Participative. Pour son directeur, la variété des profils qui composent le ministère des Armées est une richesse qu'il convient de mettre en avant. Les armées, c'est un réservoir de talent. Et donc, quand vous avez un personnel qui innove dans n'importe quel domaine, ça signifie qu'on n'est pas très loin d'une solution opérationnelle rapide à un problème qui est un problème prégnant. L'innovation participative répond à des problèmes concrets. Elle permet aussi de réaffirmer la culture de l'engagement et du dépassement au sein de nos forces. L'innovation participative, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un engagement permanent, puisque effectivement les officiers, sous-officiers, militaires du rang ou civils vont travailler le soir, le week-end sur leurs vacances, mais vont également acculturer leurs camarades à cette prise de risque. Et je pense que cette symbolique de la prise de risque, qui est très différente de celle qui est prise en opération, mais une prise de risque personnelle, est quelque chose qui doit être encouragé, qui doit être effectivement partagé. Et comme le disait la ministre des Armées, Florence Parly, une armée qui innove, c'est une armée qui ne dépose pas les armes. Et aujourd'hui, en voici 2 qui ne sont pas prêts à les déposer justement. L'adjudant-chef Pascal du 13e bataillon de chasseurs alpins et l'adjudant-chef Michael du 93e régiment d'artillerie de montagne sont ici pour présenter leur idée d'innovation. Bonjour. Bonjour. Donc ce projet, c'est bien une lunette de tir à faible grossissement et à grossissement variable qui va de 1 jusqu'à 8. Autour de la table, un jury composé d'experts en charge d'examiner la pertinence de leur projet. Coûts de fabrication, propriétés intellectuelles, possibilités d'exploitation, des problématiques parfois nouvelles pour des innovateurs et pour lesquelles la cellule Innovation Participative peut proposer un soutien financier et logistique. On a vu d'une aide à la visée. Notre rôle consiste fondamentalement à encadrer la démarche de l'innovateur pour l'aider en mettant en œuvre certains leviers, en évitant certains écueils, pour l'aider à ce que le projet aboutisse. En fait, notre lunette... À la clé, un financement qui peut grimper jusqu'à 100 000 € et permettre le bon développement d'un projet. De quelque chose d'efficace. Mais pour l'adjudant-chef Pascal, il s'agit avant tout de transmettre un savoir-faire spécifique acquis tout au long de sa carrière. C'est l'ensemble de ces savoir-faire qu'on souhaite amener. On est quasiment tous en fin de carrière et on souhaite un petit peu transmettre notre savoir, notre expertise aux futures générations et essayer d'apporter notre contribution à l'armée de terre par un produit qui est, à mon sens, innovant. Au niveau du réticule. Une ambition doublée d'une touche toute personnelle. Mon garçon va s'engager dans l'armée de terre. Et si je pouvais transmettre quelque chose à mon garçon, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et ce serait ça, justement ? Entre autres. Le chef de groupe va ordonner à son TP 10 clics gauche. Ça, par contre, le TP, c'est son métier. Il maîtrise tout ça. Voilà. Même si l'adjudant-chef Pascal est convaincu du bien fondé de son projet, il devra attendre quelques semaines pour savoir si son idée est retenue. Au total, en 2020, ce sont près de 90 projets qui ont été financés et accompagnés par la cellule Innovation Participative. Des projets qui permettent à leurs innovateurs de se dépasser et de se révéler. C'est le cas du projet Vanitac, porté depuis 2 ans par l'adjudant Christelle de la section technique de l'armée de terre. C'est une valise qui va permettre de tester les câbles directement pour voir s'ils sont corrects ou pas. Vous voyez ici, je teste un câble PR4G qui va jusqu'à un ordinateur et la valise m'indique que le câble est correct. Donc c'est un câble que je vais pouvoir utiliser sans problème et sans me soucier du fait que ça ne fonctionne pas une fois que j'aurai initialisé tout mon système. Une valise de diagnostic électronique pour véhicules que Christelle a pensé à décliner en plusieurs versions, dont une de poche, afin de pouvoir effectuer des tests à tout moment.
Donc là, un boîtier d'alimentation pour le père 4G. Donc c'est bien. Donc cette idée, elle est venue de par mon travail, mon expérience de sous-officier radio, mais aussi de par toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des collègues qui travaillaient dans des ateliers de transmission, donc au niveau des régiments, où finalement, on n'avait pas d'outils de test de câbles. Donc eux m'ont présenté ce qu'ils avaient fabriqué maison, entre guillemets. Et du coup, là, l'idée a émergé d'avoir un outil de test à mettre en œuvre très facilement. Du coup, l'idée de Vanitac est née. Une idée en apparence toute simple, mais qui va changer le quotidien de bon nombre de techniciens. Car aujourd'hui, si les véhicules déployés en opération sont bardés de câbles et d'informatique, en cas de panne, il faut bien souvent les immobiliser en atelier pendant plusieurs jours. Avant Vanitac, on n'avait pas de moyen de diagnostic de câbles au sein des véhicules. Et on apporte un testeur pour les personnels, donc ça va gagner en rapidité pour les diagnostics. Et, au lieu de passer de longs moments sur des recherches de panne, ici on va pouvoir directement dédouaner le câblage du véhicule. Un gain de temps et de moyens précieux sur les théâtres d'opération. Mais ce projet a aussi été l'occasion pour Christelle de s'affirmer au sein de l'armée. J'ai appris que vous aviez récupéré des nouveaux câbles. Une évolution à laquelle a assisté son supérieur durant les 2 dernières années. L'évolution de l'adjudant Christelle s'est faite effectivement en plusieurs étapes avec au tout début une certaine phase de doute en se demandant si effectivement son projet était intéressant, si il allait réellement apporter quelque chose. Et ensuite, à mesure que le projet commençait à grandir, elle a été amenée à faire des présentations de plus en plus souvent à des autorités de plus en plus importantes au sein de notre institution, ce qui lui a permis également de prendre confiance en elle et en l'intérêt de son projet. Et à l'heure actuelle, elle est pleinement satisfaite de ce qu'elle va apporter aux forces. Car pour Vanitac, le succès est au rendez-vous. Une vingtaine de valises ont déjà été commandées et vont bientôt venir équiper les régiments. Et ce n'est qu'un début. Ça sera sur le CIE ici, donc tu auras ton premier véhicule ici. Ici, on va faire un deuxième véhicule ici, avec 2 PDT aussi. Là, une réussite qui vient récompenser un travail de longue haleine. Porter un projet innovation, c'est beaucoup de travail personnel. Mais je ne m'attendais pas à arriver jusqu'à un niveau de travail personnel, niveau juridique, c'est vrai que ce sont des choses qui nous dépassent un peu, nous, en tant qu'innovateurs. Parce que nous, on voit le besoin en tant que militaire. On ne voit pas cet aspect administratif qui est une grosse partie de l'innovation, d'ailleurs. Des domaines dont elle n'avait pas idée avant de se lancer dans cette aventure, mais pour elle, le jeu en vaut la chandelle. C'est un enrichissement personnel d'avoir eu cette idée et puis sortir quelque chose de physique, de concret au final, sur juste une idée de départ. Je trouve que c'est enrichissant personnellement. C'est une plus-value énorme et je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Si vous avez des idées pour aider les combattants, il faut vraiment sauter le pas. Sauter le pas, c'est exactement ce qu'a fait Albin. Ce chercheur du service de santé des armées nous a donné rendez-vous en Camargue. Chevaux, flamants roses et autres volatiles ont fait la renommée de cette belle région. Albin, aujourd'hui, c'est les oiseaux qui vous intéressent? Alors non, pas du tout. Aujourd'hui, on est en Camargue, qui est une région connue pour les oiseaux, les chevaux et les taureaux. Mais aujourd'hui, c'est les moustiques qu'on part chasser, et particulièrement les virus qu'ils transmettent. Accompagné par Frédéric de l'entente interdépartementale de la démoustication du littoral méditerranéen, Albin est venu relever les pièges posés il y a quelques jours. Des pièges classiques que l'on retrouve dans le commerce, sauf qu'Albin y a ajouté son innovation. On a ajouté un dispositif imprimé 3D qui permet de les garder en vie pendant plusieurs jours. Donc, voici à quoi il ressemble. C'est un cylindre qui est composé de plusieurs parties. Il y a un haut, un bas qui s'emboîte,
À l'intérieur, il est transpercé par un autre cylindre qui permet de garder un flux et garder une aspiration en haut du piège. Le moustique va être aspiré, attiré par le CO2, aspiré, il va rentrer dans le système et à l'intérieur, il aura le gîte et le couvert et un coin toilette. Vous ne rêvez pas, Albin a bel et bien créé un hôtel à moustiques. Non pas pour le confort de ce petit arthropode, mais plutôt pour faire avancer la science. Ce qui l'intéresse, ce sont avant tout les excréments que déposent ces hôtes au fond du dispositif. On a mis en évidence en laboratoire, c'était lors de mon postdoc à l'Institut Pasteur, que des moustiques qui étaient infectés pouvaient sécréter du virus via leur excrétion et en des quantités qui sont bien supérieures que dans la salive, ce qui améliore les seuils de détection pour une application terrain en surveillance. Une méthode novatrice qui a permis l'an dernier et en quelques semaines à peine d'attester la présence en Camargue d'une souche de la fièvre du Nil ou West Nile. Un virus découvert en Ouganda en 1937. Et la première fois qu'il a été décrit en Camargue, c'est dans les années 60. Il y a eu une épidémie de chevaux et le virus a été identifié sur des prélèvements de chevaux et aussi dans un moustique. Mais depuis 1964, il y a eu des cas répertoriés humains et de chevaux, mais jamais personne n'a mis en évidence de virus dans les moustiques. Autre avantage de la méthode d'Albin, ces échantillons peuvent être conservés à température ambiante et voyager par courrier postal pour être analysés. C'est ici, dans une unité de l'Institut de recherche biomédicale des armées situé dans les locaux de l'IHU de Marseille, qu'Albin mène ses travaux. Grâce à son innovation, la recherche sur les épidémies sera moins longue et moins coûteuse. Lors d'une épidémie, la prévalence de moustiques qui sont infectés sur le terrain est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 1 pour 1000 à peu près. Donc il faut processer 1000 moustiques pour réussir à en avoir un. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ici, on peut aller voir directement s'il y a du virus, le séquencer directement dans les excrétions. Une méthode d'analyse plus rapide et donc moins chère, mais qui permet surtout de comprendre plus en détail l'écosystème dans lequel s'est développée la maladie. Ça permet d'améliorer la compréhension des acteurs qui sont impliqués dans l'émergence de ces virus, essayer de comprendre quels sont les animaux qui sont impliqués, est-ce que la diversité de ces animaux qui fluctuent peut avoir un impact sur la recrudescence de cas humains. Ça, on connaît mal, et si on arrive à mieux comprendre ça, on peut essayer de prévenir les futures émergences dans la population humaine. Et pour nos soldats déployés sur les théâtres d'opération, cela va permettre une surveillance accrue de leur environnement et une meilleure protection. L'an dernier, sur le théâtre d'opération de Djibouti, il y a eu une émergence simultanée de 2 virus transmis par les moustiques, chikungunya et dengue, et de plasmodium qui cause le paludisme. Ce système-là peut permettre de mettre en évidence de façon très précoce l'émergence de ces maladies, avant qu'il y ait les premiers cas humains. Donc c'est un gain de temps et ça permet de pouvoir, avant le démarrage d'une épidémie, prendre des mesures adéquates. Ah salut Mathieu. Salut. Ah t'as lancé une impression? Mais le projet d'Albin ne s'arrête pas là. Avec son collègue Mathieu, ils ont dessiné ensemble les plans de leur prototype. Grâce à leur logiciel et une imprimante 3D, ils peuvent faire évoluer le projet et l'améliorer. Des plans qu'ils comptent également partager au sein de la communauté scientifique et ainsi permettre à d'autres dans le monde civil d'en profiter. Notre but à nous, c'est de le rendre ouvert. Il va être l'objet d'une publication scientifique prochainement. Et les plans seront disponibles sous licence Creative Commons pour que tout le monde puisse l'imprimer, l'adapter et l'utiliser pour faire leur surveillance là où ils sont. Un sens du partage qui pourrait bien faire de cette innovation participative un succès international avec en ligne de mire l'idée de sauver des vies. Et ça, qu'est-ce que ça fait? De sauver des vies? Ouais. Ah bah c'est gratifiant forcément, c'est notre métier. Et si les petits ruisseaux font les grandes rivières, l'innovation participative irrigue le ministère des Armées depuis de longues années. En 30 ans, elle nous a offert de grands succès tels que ces combinaisons de pompiers intelligentes et connectées ou l'invention du plasma lyophilisé. Acteur majeur de l'innovation participative, l'armée de l'air n'est pas en reste avec ce masque high-tech pour chiens parachutistes, mais également avec le projet Corvus.
Un drone né du retour d'expérience des forces spéciales. Capable de décoller à la verticale, il embarque les derniers équipements de pointe en matière de reconnaissance et de surveillance. Un drone facile à déployer qui présente l'énorme avantage de pouvoir être réparé sur les théâtres d'opération. Une innovation participative qui fait aussi la part belle aux créations d'applications en tout genre, ainsi qu'à des projets de préservation de l'environnement. Des innovations qui témoignent de la richesse et de la diversité au sein des forces. Un atout dont les armées comptent bien tirer profit. Le budget alloué à l'innovation participative sera doublé d'ici 2022.